l'Oued Draa est un fleuve à temps partiel, selon l'humeur du climat, des précipitations et de l'apport de ses affluents. Il prend sa source dans le Haut-Atlas et se jette dans l'océan Atlantique entre Goulimim et Tantan. Sur son chemin vers l'embouchure, il bifurque vers l'est pour longer la frontière maroco-algérienne, traçant une sorte de point d'interrogation qui s'étire sur 1100 km. Mais si le Draa est le plus grand ou le plus long système hydraulique du Maroc, la majeure partie de son lit reste à sec pendant la plus grande partie de l'année. Cela rend la relation entre l'Oued et ses riverains particulière et unique. Le lit peut rester sec la plupart du temps, mais lorsqu'il s'imbibe un peu sous l'effet des crues ou des pluies, le voilà qui s'anime brièvement, devenant une terre fertile, pleine de promesses d'abondance et de récolte. Il se transforme alors en Madr, c'est-à-dire en une série de bassins géants, des champs temporaires qui, une fois ensemencés, peuvent produire 2 récoltes par an durant les années fastes, avant de redevenir une terre en friche et abandonnée. Cette terre, qui ne vit qu'1 mois au total durant les années d'abondance, n'est pas une terre commune. Son droit d'exploitation est un bien foncier qui se vend, s'achète, se loue et se transmet par héritage. Tous aspirent à en posséder une portion, qu'ils soient sédentaires ou nomades, chleuh ou arabes. Ce qui suit est un témoignage rare de Charles de Foucault qui raconte son expérience dans le Madr et décrit l'extase et l'enthousiasme qui envahissent cette terre, aride la plupart du temps, pendant une brève période de 3 semaines où les cultivateurs font une course enfiévrée et joyeuse avec le temps et la météo pour obtenir une récolte, ou s'ils ont de la chance d'eux, qui les sauve d'une famine quasi chronique. Quatrièmement, excursion au Madr et à Accra. Paragraphe 1er. Le Madr. La portion du lit de l'Oued Draa qui se trouve à l'ouest du méridien de Tessite est en grande partie cultivable. Le fond, sablonneux sur presque toute son étendue, y devient fertile dès qu'il est arrosé. Ces parties labourables sont appelées Madr. 6 principaux Madrs sont situés au confluent des 6 grands tributaires du fleuve. On les nomme Madr Idoublel, Madr Tata, Madr Accra, Madr Tizgi, Madr Isht, Madr et Méougadir. Je vais aller au premier. 25 novembre. Parti à 10h du matin de Tintazart, j'arrive à 6h30 du soir à 200 mètres du lit de l'Oued Draa, dans un ensemble de cultures appelé Madr Sultan. Ce lieu fait partie de la plaine de Mdlis, delta sablonneux formé par l'Oued Khneg Torfa à son confluent avec le Draa. J'y passe la nuit. Ma route a traversé 5 régions distinctes. La première, de Tintazart à l'Oued Toufessour, est l'Erg tel qu'on le voit jusqu'au Bani, sable uni, dur, sans une pierre et sans un arbre. Il est semé de touffes rares et maigres d'Agaya, de Kumcha et de Melbina. D'étroites arêtes de roches noires émergent çà et là et se tordent à sa surface. La seconde région commence à l'Oued Toufessour et finit au Khneg Zroha. Plus de sable, sol dur et plat, couvert de petites pierres et de graviers. Même plantes auxquelles s'ajoutent des gommiers de 3 à 4 mètres, nombreux surtout le long des ruisseaux. Les serpents rocheux rampent toujours sur le dos de la plaine. 2 ou 3 chaînes de collines plus hautes, de couleur grise et jaune, s'y mêlent. Du Khneg Zroha à l'Oued Esgig, dans la 3e partie du trajet, tout relief cesse. Plus d'arêtes rocheuses. Terrain plat jusqu'au Draa. Le sol très dur est couvert de cailloux noirs comme d'une écaille sombre et brillante. Même végétation que tout à l'heure, moins abondante et plus étroitement cantonnée sur les bords des ruisseaux. Cette plaine s'appelle Outa Boudeir. La 4e région s'étend de l'Oued Esgig au delta de l'Oued Khneg Torfa. Le sol s'adoucit, le gravier se mêle de sable, celui-ci augmente à mesure que l'on avance. La végétation garde la même nature, les gommiers diminuent. La 5e est la plaine de Mdlis, delta sablonneux formé de vases et de dunes basses de 50 cm à 1 mètre.
L'oued Khneg Torfa le traverse, divisé en 3 bras. Végétation abondante, des bouquets de grands tamaris, ombrage, une terre verdoyante couverte de melbina, d'agaya et de sopt. Note de l'auteur. Le sopt, qui porte aussi le nom de drin, et le giddim, dont nous parlerons plus tard, ressemble à l'alpha. Ils servent à tous les usages de celui-ci. Ces 3 plantes sont beaucoup moins répandues au Maroc que ne l'est la dernière en Algérie. Il y a du sopt en quelques places sablonneuses de la région comprise entre le Bani et le Dra, et une certaine quantité d'alpha sur le plateau qui couronne la portion centrale du Petit Atlas. J'ai trouvé du gdim sur les pentes inférieures du Grand Atlas, au Tizin Telremt, et sur la rive droite de la Mlouia, au-dessous de Rsab Shurfa, dans les vastes déserts de la Mlouia et de Rqam. Le Dahra est couvert d'alpha. Ce désert est le commencement des hauts plateaux du sud oranais auxquels il se lie et dont rien ne le distingue. Même aspect monotone, même sol stérile, même long steppe d'alpha. Fin de note. Des cultures apparaissent. Plus on avance, plus le sol devient humide. Elle est si vaseux durant les 2 derniers kilomètres que les animaux marchent à grand-peine et qu'on est forcé d'aller nu-pieds. Cette partie inférieure du Mdelles est défrichée et labourée. On l'appelle Ma'dr Sultan. Je m'y arrête à quelques pas de l'Oued Dra. Ma nuit se passe là au pied d'un bouquet de tamaris en compagnie d'une douzaine de Iddaoublal, laboureurs au bivac. Peu de monde aujourd'hui sur ma route. Seuls quelques cultivateurs revenaient du Ma'dr avec leurs bestiaux après avoir terminé leur labour. Les cours d'eau situés sur mon passage étaient à sec. Aucun n'avait d'importance. Le lit de l'oued Toufassou, la fleur de terre, se distingue à peine. Celui de l'oued Zrora a un fond de galets large de 12 mètres et des berges de terre de 1 mètre. Celui de l'oued Esguig a 30 ou 40 mètres de large, un fond moitié roche, moitié galets, des berges à pic de 1 ou 2 mètres. Durant la dernière partie du trajet, on distinguait le mont Taimzour et le Khneg Torfa. Seul relief entre eux et le chemin, un massif isolé, le Gloub, dressait à l'est sa double cime au milieu de la plaine qui s'étend du Bani au Dra. Le Khneg de Hadis était invisible. Les collines entre lesquelles j'ai passé au sud de l'oued de Toufassour le cachaient. 26 novembre. Départ à 6h05. À 6h09, je sors de la plaine de Mdelles et je gravis un bourrelet rocheux, le Rostejdeid, qui la sépare du Dra. À 6h13, j'en atteins la crête. À 6h14, je suis dans le fleuve. Je le remonte. Le lit est de vases sèches sur les bords, humides vers le milieu. De grands herbages, des forêts de tamaris le recouvraient ces jours derniers d'une végétation. À l'heure qu'il est, presque toute cette verdure a disparu sous les sillons. La majeure partie du sol est ensemencée. On laboure encore sans relâche. De toutes parts, on ne voit que charrues attelées de bœufs, de chevaux, de chameaux, on n'entend que les cris et les chants des laboureurs. Le lit de l'Oued Dra est plat. Il a 3,5 km de large. Un talus uniforme élevé de 100 mètres, la ligne bleue, convoyée de Tissint et de Tata, le bord à gauche. Le bourrelet rocheux d'à peine 30 mètres que j'ai franchi ce matin, le Rostejdeid, en garnit la rive droite. D'ordinaire, il disparaît en entier sous les hautes herbes et les broussailles. Aux pluies d'automne, on les arrache pour cultiver. La moisson faite, elles l'envahissent de nouveau. En ce moment, tout est défriché, à l'exception d'une bande de verdure de 500 mètres de large qui court au milieu. Là, dans la partie centrale du lit, le sol est si détrempé qu'il est impossible de labourer. Les hommes, même pieds nus, y marchent avec peine. Lorsque les années très pluvieuses, les eaux du Haut-Dra arrivent jusqu'ici, elles inondent tout le lit et font une nappe infranchissable de 3 à 4 kilomètres de large. Les cultures sont fécondées et la récolte assurée. S'il est tombé quelques pluies, mais non assez pour déterminer la venue de draps supérieurs, les Madels sont encore arrosés. Les rivières au confluent desquelles ils sont situés leur apportent leur tribut. Dans ce cas, chaque Madel est fertilisé, mais le lit n'est pas rempli.
Le pot d'eau qui y entre coule dans 3 rigoles qui sont au milieu et que je verrai tout à l'heure. Enfin, si l'année est tout à fait sèche, l'eau ne descend nulle part, le sable reste stérile et il y a famine. Plusieurs années de disette viennent de s'écouler. Aussi, quelle joie accueillit les premières ondées, prélude d'un hiver humide. Avec quelle précipitation tout le monde s'est jeté vers le Madr. Avec quel entrain chacun laboure le plus qu'il peut. Pendant les jours que je viens de passer à Tintazat, il n'y avait dans leur salle ni un homme ni une bête. Vaches, ânes, chevaux, mulets, chameaux, tout était au Madr avec les hommes. Les femmes seules et les petits-enfants gardaient les maisons. Toute la population mâle de la contrée, nomade et sédentaire, émassait depuis 15 jours dans cette étroite bande de terre. Des habitants du petit Atlas, du Souss même et du Sahel, ayant des terrains et sont venus les cultiver. Le lit de l'Ouadra, d'habitude désert, présente l'aspect le plus gai, le plus animé. Au lever du jour, une multitude de feux s'allume le long des 2 rives, perçant le brouillard du matin. C'est le premier repas qui s'apprête en silence. Puis chacun quitte le bivac et se met au travail. Les vapeurs s'élèvent peu à peu. Au-dessus des pentes du flanc gauche, encore d'un violet sombre, le soleil illumine le fleuve dont les sables se colorent d'un rose doux. La vie renaît. Le lit se couvre de monde. Les laboureurs le parcourent en tous sens. On n'entend que les hennissements, les mugissements des animaux et les cris des conducteurs qui les excitent. Après avoir remonté quelque temps le fleuve au milieu de ce travail, de ce mouvement universel, je visite les 3 rigoles centrales où est en ce moment toute l'eau du Dra. La plus septentrionale a 20 mètres de large et 1 mètre de profondeur. La vase y est plus détrempée qu'ailleurs, mais elle ne contient point d'eau. La seconde, pareille, a seulement 10 mètres de large. La plus méridionale n'en a que 8, mais sa profondeur est double et de nombreuses flaques d'eau sèment le fond. L'eau du Dra est salée dans cette région. Les 3 rigoles serpentent au milieu d'une végétation touffue. Au ras du sol, diverses herbes se pressent en tapis. Des tamaris de 3 à 4 mètres les ombragent. L'eau de la dernière rigole et l'humidité répandue dans le Madr ont été apportées par des affluents du fleuve à la suite des pluies récemment tombées dans la montagne. Et ils suffisent pour assurer la moisson. Si le Haudra ajoutait son tribut, celle-ci serait plus belle. S'il venait au printemps après cette moisson faite, on pourrait semer de nouveau et avoir double récolte. Les inondations produites par le cours supérieur durent peu de jours. Je prends en retour le même chemin qu'à l'aller, en traversant le Mdlis plus haut que la première fois. Les 3 bras de l'Oued Khnegtorfa ont l'aspect suivant. Le bras oriental a 20 mètres de large, des berges insensibles, un fond de sable en partie humide, point d'eau. Le bras central est très humide, large de 40 mètres, du reste semblable au précédent. Le bras occidental est pareil aux 2 autres, mais plus sec. Sa largeur est de 30 mètres. Il marque la fin des sables et la limite du Mdlis. Un homme des Idaoblal m'a servi d'escorte dans cette excursion. Cette unique ztat avait été difficile à trouver, tout le monde étant parti pour le Dra. Les fertiles terres des Madr, quelque incultes qu'elles soient la plus grande partie de l'année, ont toutes leurs possesseurs. Chacun d'eux connaît sa parcelle. Un champ au Madr se vend, s'achète, se loue comme un autre bien. Tant qu'il ne tombe pas de pluie, on ne s'en occupe pas. À l'apparition des premiers nuages, le propriétaire se prépare à labourer ou se met en quête d'un fermier. On passe au Madr le temps du labour et des semailles, 15 jours ou 3 semaines. Les hommes seuls y vont, avec les bestiaux. Comme provision, on emporte de l'orge et du maïs, parfois des dattes. Jamais on ne prend de tente. Tout le monde bivouaque, même les nomades. Les travaux terminés, on s'en va pour ne revenir qu'au moment de la récolte, en mars. Dans 3 mois et demi, vers les premiers jours de mars 1884, je verrai moissonner ce qu'on sème aujourd'hui. La récolte sera superbe, quoique les eaux du Haudra doivent continuer à faire défaut. À peine sera-t-elle achevée, ces eaux arriveront, inonderont le lit du fleuve durant plusieurs jours.
Il est donc probable qu'on aura fait 2 récoltes en 1884. Le Ma'der Iddaoublal est fort long. Il se divise en plusieurs portions. Celle que j'ai visitée s'appelle le Rast Jdeid, du nom des hauteurs qu'il aborde. Paragraphe 2. Aqqa. Parti de Tintazart le 28 novembre à 7h30 du matin, j'arrivai à Al-Qbaba, le plus oriental des Qsar de Aqqa, le même jour à 6h du soir. Mon escorte se composait de 2 hommes. Obligé de marcher sur les territoires des Iddaoublal et des Hayt Omribot, j'avais un stat de chaque tribu. La route de Tintazart à Aqqa peut se diviser en 2 parties. De Tintazart au lit de l'Oued Tata et de l'Oued Tata à Al-Qbaba. La première partie est l'Erg, tel que nous le connaissons avec son sol uni, sablonneux et dur, ses touffes de Melbina, d'Agaya, de Kemcha, ses gommiers rabougris de 1 à 2 mètres, ses serpents rocheux qui se déroulent en raies sombres à la surface blanche de la plaine. De temps à autre, un Qsar apparaît avec sa fraîche ceinture de palmiers, faisant diversion à ce monotone paysage. 2 kilomètres avant d'atteindre l'Oued Tata, on traverse une cuvette sans végétation appelée Imshisn. Elle est couverte d'une couche de 5 à 15 mm de amrsal, poudre blanche ayant l'apparence du sel, sans aucun goût. Peu après, 1 kilomètre de la rivière, le sable s'amollit et se couvre d'une végétation abondante. Les touffes de Melbina et d'Agaya s'élèvent. Entre elles croissent des akras, sortes de joncs d'un vert foncé. Des tamaris se mêlent aux gommiers. Au-dessus d'eux, quelques palmiers sauvages dressent leurs têtes. Cette verdure s'étend jusqu'à la rive gauche de l'Oued Tata. Elle y cesse. Là finit l'Erg et commence la seconde partie de mon trajet. Le sol, toujours plat, devient gris et pierreux. Plus de serpents rocheux sortant de terre. Ça et là, des plateaux bas, des talus rocailleux. Une foule de lits de torrents coupe la route. Tous sont à sec avec un fond de gros galets de 6 à 15 mètres de large. La végétation reste la même, le gommier augmentant un peu. Tel est le pays désert absolu qu'on traverse de l'Oued Tata à Al-Qbaba. Depuis Tsigan, dernière Qsar de Tata, je n'ai rencontré personne sur mon chemin. Les principales rivières que j'ai traversées sont l'Oued Edis, lit de roche large de 20 mètres, au milieu duquel coulent 3 mètres d'eau claire et courante, berges insensibles. L'Oued Tata, il se divise en 3 bras. Le bras oriental a 100 mètres de large, des berges de 1 mètre à 1,5, en galets roulants, un fond de roche où serpent 3 mètres d'eau limpide et courante, salée. Le bras central, large de 30 mètres, est à sec. Le bras occidental a 20 mètres, un lit de roche et des flaques d'eau. Ces divers bras sont séparés par des langues de terre, parties sablonneuses et parties couvertes de gros galets, sans végétation. Enfin, l'Oued Foum Mskwa, il se divise en 3 ou 4 bras, dont le plus large à 30 mètres. Tous sont à sec, ont un lit de gros galets et des berges à 1 sur 2, hautes de 2 à 3 mètres. Tel était le Bani Atissint, tel je l'ai vu à Tata, tel je le retrouve à Aqqa. De quelques points qu'on aperçoive cette chaîne, on n'y distingue aucune différence. Partout, même hauteur, même composition, même forme, même couleur. Entre les Khneg de Tata et de Aqqa, elle présente 3 points remarquables. Foum Azarftin, Khneg étroit et désert donnant passage à l'Oued Azarftin, ruisseau à sec. Foum Mskwa, Khneg semblable au précédent. Tizi Aqqa, col par où un second chemin conduit de Tata à Aqqa. Cette voie suit le pied méridional du Bani de Tata au col, franchit la chaîne à ce passage. Cette voie suit le pied méridional du Bani de Tata au col, franchit la chaîne à ce passage et en longe le pied septentrional jusqu'au Khneg de Aqqa. Le Tizi Aqqa est peu au-dessous du niveau général des crêtes. L'oasis de Aqqa, qu'on appelle aussi Aqqa Ushaib, ressemble à celle de Tissint, forêt compacte de palmiers massés au sud du Khneg où l'Oued Aqqa perce le Bani, et s'étend en grande partie sur les bords de cette rivière. Un second cours d'eau contribue à l'arroser. L'Oued Qbaba,
sort du Bani à l'est de Foum Aqqa, coule au pied de la chaîne jusqu'au Khneg et de là se dirige vers le sud en arrosant la portion orientale des plantations. Les Qsar de Aqqa, comme ceux de Tissine, s'élèvent la plupart à la lisière de l'Oasis. Un seul se trouve au milieu. Ils sont au nombre de 10. En voici les noms. Tagadirt, Taourirt, Erhal, Zawiya, Qasba, Agadir Ouzrou, Qbaba, Aït Jillel, Aït Boufdaïl, Aït Antar. Autrefois, Tagadirt était la première en importance. À présent, Tagadirt, Taourirt, Erhal, Agadir Ouzrou sont de même force. Qbaba et Qasba sont un peu moindres. Zawiya est la dernière. Zawiya doit son nom au sanctuaire de Sidi Abdullah Mbarak qu'elle renferme. Dans la population, mélange de Hratan et de Shlaha, les Hratan dominent. Aqqa a jadis son Dbiha et depuis 40 ans sous la suzeraineté des Aït Ribot. Chaque Qsar a son gouvernement séparé et est administré par un shir. Les shirs de Aqqa sont héréditaires et plus puissants que ceux de Tissint et de Tata. Ils sont Shlaha et originaires de leur localité, excepté celui d'Al-Qbaba, qui est un des shirs Aït Ribot. Aqqa se trouve pour le commerce dans les mêmes conditions que Tata. Naguère lieu d'arrivée des caravanes du Sud, elle voyait affluer sur ses marchés l'or, les esclaves, les cuirs, les tissus du Soudan. À côté d'un trafic considérable, l'industrie locale s'était développée. Aqqa était célèbre pour ses bijoux d'or. Toutes ces sources de fortune sont taries. Plus de commerce, plus d'industrie, plus de relations lointaines. Elle reste une oasis comme Tata, comme Tissite, vivant du produit de ses dattiers. 2 marchés subsistent, peu fréquentés, le Had de Taourit et le Tlata d'Erhal. Le trafic qui jadis enrichissait ce lieu s'est transporté à Tindouf et à Tizounine. Aqqa égale et surpasse peut-être Tessine par son aspect riant et la beauté de sa végétation. Point de fruits qu'on y trouve. À côté des dattes, Bouskri, Bouitoub, Gil, Boufgouche, Boussoyer, elle produit en abondance figues, raisins, grenades, abricots, pêches, noisettes, pommes et coings. D'innombrables canaux arrosent ces beaux vergers. L'eau coule en toute saison et dans l'oued Aqqa et dans l'oued Qbaba. On pêche des poissons dans le premier. De Aqqa envoie dans la direction du sud 2 oasis, seules au milieu de la plaine, l'une proche et l'Elg. Petit Rsal entouré de quelques palmiers. L'autre lointaine est Tizounine, localité importante qui apparaît comme une butte grise isolée dans le désert. Les Aït Ribot, sur les terres desquelles est Aqqa, sont une nombreuse tribu nomade cantonnée entre le Bani au nord, les Idaoublal à l'est, l'Oued Dra au sud, diverses tribus du Sahel à l'ouest. Ils se divisent en fractions, dont la plus puissante est celle des Aït Wiran. Occupant la portion orientale du territoire, ceux-ci ont sous leur suzeraineté Aqqa, Tizounine, Tizgil Haratan, Tizgil Sellem, nom de l'auteur. Qsar unique, avec dattier. Fin de note. Tadakoucht, nom de l'auteur. Qsar entouré de dattiers situé entre Isht et Tamanard. Fin de note. Isht. 2 frères, Cheikh Ahmed résidant à Tizounine et Cheikh Mohammed résidant à Al-Qbaba, les commandaient autrefois. Tous 2 sont morts et leurs enfants leur ont succédé. Une faible partie des Aït Wiran habitent les oasis tributaires. La plupart vivent sous la tente. Le groupe n'a point de ma'der particulier. Il possède et loue des terres dans les ma'der Idaoublal, Tata et Aqqa. Les discordes fréquentes entre les diverses fractions des Aït Ribot sont rares dans l'intérieur de chacune d'elles. La tribu est indépendante et sans relation avec le sultan. Lu pour vous par Mohammed El-Kachtoul. Dans le prochain épisode, l'auteur, fuyant des rumeurs malveillantes à Tintazart, trouve refuge à Tougrih, un modeste village dont le nom signifie « fille du vent ». C'est depuis ce lieu isolé qu'il dresse le portrait des Idaoublal, une tribu nomade du Sahara marocain, autrefois puissante, mais désormais fragilisée par les guerres intestines et les famines. Se présentant comme d'origine arabe, ils occupent un vaste territoire sans limite fixe au sud.
Leur mode de vie, rythmé par la migration saisonnière et une économie reposant sur l'élevage, le commerce caravanier et les razzias, révèle les rapports de force qui animent le sud marocain de la fin du XIXe siècle. Veuillez vous abonner à la chaîne Maghriberia sur YouTube pour être au rendez-vous avec cette aventure qu'est Reconnaissance au Maroc.